Madame, Monsieur, bonsoir. La ville de Bihac, nouveau symbole de l'impuissance des grandes nations à résoudre le drame bosniaque. De nouveaux combats aujourd'hui, plusieurs centaines de casques bleus retenus par les Serbes dans la région et une intense activité diplomatique. Le début du référendum en Norvège sur l'adhésion à l'Union européenne. Également dans ce journal en France, le doyen de la faculté d'Aix-en-Provence, toujours retranché dans les murs de son établissement. Une mini-bataille navale sur la Seine cet après-midi. Et puis une fête musicale, une perle musicale à la fin de ce journal avec la sortie d'un enregistrement inédit des chansons des Beatles. La situation dans l'enclave musulmane de Bihac, donc, de plus en plus dramatique, même si les témoignages ce soir sont assez contradictoires. Encore des combats aujourd'hui, c'est certain, et 70 000 civils prisonniers de l'affrontement entre Serbes et musulmans. Dorothée Oliéric. L'appel est désespéré. Le maire de Bihac, joint hier soir par téléphone, demande de l'aide. Nous nous sentons abandonnés de tous. Nous ne savons pas combien de blessés et de tués il y a exactement, mais les grenades tombent maintenant tout près de l'hôpital. J'en appelle à la conscience de la communauté internationale pour stopper le génocide, pour arrêter ce massacre perpétré par les Tchétniks serbes. Malgré les condamnations du Conseil de sécurité qui exigeait hier soir un cessez-le-feu immédiat et un retrait des forces serbes de l'enclave musulmane de Bihac, les Serbes ont poursuivi aujourd'hui leur avancée sur la ville. La quasi-totalité de l'enclave serait investie, seule une route au nord resterait ouverte. Le verrouillage de la zone protégée prendrait au piège les quelques 400 soldats bosniaques qui défendent encore la ville, mais aussi 60 000 civils, toujours réfugiés à Bihac. Si les Serbes sont encore à 1 kilomètre du centre-ville, selon la Forpronnu, ils se sont emparés de tous les villages au sud de Bihac et ont brûlé toutes les habitations pour empêcher le retour des civils. Dans le texte adopté par le Conseil de sécurité, il n'est pas question de nouvelles frappes. Techniquement, l'OTAN précise que tout raid serait rendu difficile à cause des batteries anti-aériennes érigées par les Serbes. Les experts militaires ayant des troupes sur le terrain hésitent, ce que je comprends, parce qu'ils craignent naturellement que leurs troupes seront victimes des frappes aériennes éventuelles entreprises par l'OTAN. Hier, le Premier ministre bosniaque s'est publiquement mis en colère devant l'inaction de l'ONU. Il a accusé les représentants de la Forpronnu d'être virtuellement responsables de la mort de 70 000 personnes à Bihac. Aujourd'hui, le général Rose a proposé la démilitarisation de Bihac et suggéré de placer les 80 km² de la zone de sécurité sous contrôle des casques bleus. Cette solution, acceptée par les Bosniaques, avait débloqué la situation à Goražde. En sera-t-il de même pour Bihac? Rien n'est moins sûr. Les Serbes, forts de leur avantage, pensent plutôt à la reddition des défenseurs de Bihac. Karadzic a proposé aujourd'hui la conclusion d'un traité de paix définitif, un traité qui serait tout à son avantage. Oui, les forces serbes qui, une fois de plus, ont ridiculisé les Nations Unies aujourd'hui. Plusieurs centaines de casques bleus sont retenus en otage. Leurs convois sont bloqués en plusieurs points du territoire bosniaque. Et ultime aveu d'impuissance, le secrétaire américain à la Défense reconnaît ce soir, à mots couverts, que les Serbes ont gagné la guerre en Bosnie. Jacques Merlino. Les pressions sur les casques bleus ont commencé tôt ce matin par une série de roquettes tirées sur les Canadiens. Aucun blessé et peu de dégâts, mais une forte inquiétude pour ces 55 soldats qui ont aussitôt fortifié leurs bunkers en prévision d'autres bombardements. Dans la journée, les forces serbes ont quasiment pris en otage divers détachements de l'ONU. 43 soldats britanniques immobilisés à Ustiprica et un autre convoi de soldats britanniques bloqué à Rogatica sur la route de Goražde. Peu après, on apprenait qu'une centaine de casques bleus néerlandais, près de Zvornik, étaient encerclés et que leurs moyens de transmission leur avaient été enlevés. La situation de ces casques bleus varie selon les cas. Les soldats canadiens peuvent être considérés comme otages, puisque certains d'entre eux ont été désarmés. Les autres casques bleus sont prisonniers de fait, mais ont conservé leurs armes. Des otages peut être inutiles, car les Américains, en la personne du secrétaire d'État à la Défense, William Perry, estimaient aujourd'hui que les Serbes avaient pratiquement gagné la guerre en Bosnie. Je dirais que même si nous décidons des frappes aériennes, cela ne changera pas la situation sur le terrain. Cela peut punir les Serbes, mais ce ne sera pas suffisant pour mettre fin au combat. En attendant, on est toujours sans nouvelles d'une centaine de casques bleus ce soir en Bosnie.
La France, elle aussi, cherche une parade à cette nouvelle avancée serbe. Une réunion a rassemblé ce soir à l'hôtel Matignon Édouard Balladur, son ministre des Affaires étrangères Alain Juppé et le ministre de la Défense François Léotard. La position officielle de la France sera arrêtée demain, en accord avec François Mitterrand, a brièvement expliqué à sa sortie Alain Juppé. L'impuissance de la communauté internationale exaspère les intellectuels français. Eux aussi ont été reçus en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon. Indignation généralisée. Écoutez. Si Biatch tombait cette nuit ou demain et qu'une voix ne se faisait pas entendre pour dénoncer cette infamie, ce serait une débâcle morale terrible et sans précédent depuis très longtemps. Biatch est encerclé, mais connaissant les mœurs des milices serbes, le plus grave, le pire, est à craindre. C'est pour ça que des ultimatums suivis des faits immédiats en matière de bombardement peuvent seuls sauver les civils qui sont actuellement avec un couteau sur la gorge. Dernier point de ce dossier, une réunion du groupe de contact qui vient de se tenir au ministère des Affaires étrangères où nous retrouvons en direct Jacques Merlino avec de nouvelles propositions du groupe de contact. Jacques ? Oui, Étienne, écoutez, cette réunion a commencé il y a à peine plus d'une heure et se tient à huis clos. Il est donc beaucoup trop tôt pour disposer d'informations précises. Mais ce qu'il faut rappeler est qu'il s'agit d'une réunion au niveau d'experts et non d'hommes politiques. Le travail de ces experts est de procéder à une évaluation de la nouvelle situation après ce qu'il faut bien appeler comme une défaite des forces gouvernementales à Biatch. Une fois que les experts auront fait ce nouveau travail d'évaluation, ils devront préparer une série de propositions qui seront soumises dans quelques jours à Bruxelles et cette fois au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Il semble, et je dis cela avec toutes les réserves d'usage, que le cadre de réflexion soit ce qu'a dit tout à l'heure le secrétaire américain à la Défense lorsqu'il estimait que les Serbes avaient pratiquement gagné la guerre sur le terrain. Sur la base de ce jugement, la proposition pourrait être alors une reprise des négociations, mais prenant en considération évidemment ce nouveau rapport de force. Et puis, il y a quelques instants, M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'une position serait définie et déterminée et présentée dès demain ici à Paris. Merci beaucoup Jacques pour ces dernières précisions. Voilà ce que l'on pouvait dire donc ce soir sur ce dossier bosniaque. L'hôtel Matignon est la rive gauche de la capitale, théâtre d'une grande première aujourd'hui avec la manifestation de plusieurs milliers de proviseurs et de chefs d'établissement. Ils n'avaient jamais défilé dans la rue, mais le manque de moyens et la condamnation récente de 2 d'entre eux ont eu raison de leur patience. Chantal Quimerlin et Pascal Caron. Collés pour la journée, en manif, 5000 chefs d'établissement rassemblés dans la cour de Louis le Grand, le plus prestigieux des lycées, le symbole de la réussite scolaire. Autre symbole du jour, un baiser officiel et chaleureux. Les milliers de manifestants soutiennent Madame le proviseur, condamnée en correctionnel à Bobigny il y a une semaine après la mort d'un lycéen sur un terrain de basket. On a manifesté cet après-midi à l'image de la profession, dignement, silencieusement et responsable. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol parmi vous? Oui. Oui, tout à fait, oui. Pourquoi? Parce que les tâches auxquelles nous sommes confrontés journellement sont de plus en plus complexes. Recherche de financement auprès des régions ou des départements, problèmes sociaux des élèves, problèmes de sécurité qui restent sans solution. Ces capitaines de navires, qui sont souvent responsables de quelques milliers de jeunes, craquent. Je fermerai mon lycée si la région ne me donne pas très vite les possibilités de faire les travaux de sécurité immédiats qui s'imposent. Le matin, c'est 7h au collège et le soir, c'est 19h ou 20h le départ du bureau. Ça, c'est la vie quotidienne. C'est tout le travail de partenariat avec les services de police, avec le parquet des mineurs, avec les services de santé. Avec en plus un plan de carrière limité, la profession perd de son attrait. Plus de 600 collèges ou lycées n'ont pas de chef d'établissement titulaire, faute de volontaires. En se dirigeant cet après-midi vers leur ministère, les manifestants voulaient mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités. Dans un agenda politique très chargé, une pause festive et gastronomique pour Jacques Chirac. Les 1700 convives d'un banquet corrézien ont fêté avec quelques jours d'avance ses 62 ans. Et parmi les invités, un imitateur célèbre devenu pour un soir conseiller en communication. En Corrèze, Véronique Saint-Olive et Dominique Merlin. Militants, fans ou groupies? Hier soir, on ne savait plus très bien et rien n'était comme d'habitude. Le temps d'une soirée, Jacques Chirac a presque oublié la politique. Le temps d'une soirée,
Patrick Sébastien a laissé la vedette. Hier soir, au cœur de la Chiraki, un candidat à l'Élysée fêtait ses 62 ans. Pas de discours à l'affiche, pas de petites phrases au programme. Jacques Chirac était tel qu'en lui-même, comme ses amis aimeraient le voir beaucoup plus souvent. Je crois qu'il faut qu'il continue à être lui-même comme il est lui-même, mais sans retenue, sans convenance. Pose la cravate, je suis pas mécontent. S'il montre vraiment ce qu'il est, et ce qu'il est complètement, c'est juste une question de moyens, c'est tout. C'est pas bien compliqué. Et Jacques Chirac s'est essayé à l'exercice. Il y en a même quand il s'agit des périodes électorales qui viennent me voir en me disant, vous savez, M. Chirac, moi je ne suis pas de votre politique, mais je suis corrézien. Alors je vais vous dire bonjour. Mais il y en a de moins en moins comme ça. Mais enfin. Congratulations et petits mots de fin de banquet, il restait juste à formuler un vœu. Pour les années et les mois qui viennent, qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà, Valéry Giscard d'Estaing était lui ce soir l'invité de l'émission 7 sur 7 sur TF1. Il a rappelé que pour lui les primaires dans la majorité étaient complètement dépassées. N'en parlons plus, a-t-il dit, on ne peut plus les faire. Et l'ancien président de la République est revenu dans le climat des affaires et de la corruption sur le financement des partis. Il ne voit qu'une solution, la réforme constitutionnelle. Écoutez. L'argent est devenu plus puissant que la politique. C'est ça la vérité. Autrefois, la politique était plus... Les hommes politiques, le pouvoir était plus fort que l'argent. Maintenant, c'est le contraire. Et ça n'est pas en multipliant les déclarations, les formalités, etc., qu'on se protégera contre cette situation qui fait qu'il y a des pays qui deviennent mafieux, qui fait qu'il y a des réseaux internationaux et qu'il y a une puissance excessive de l'argent. Alors je crois qu'il faut rendre à la justice, et notamment en France, son rang et son indépendance par rapport à cette puissance de l'argent. Et c'est pourquoi je vous propose, moi, une réforme qui va beaucoup plus loin. Nous aurions un vice-président garde des Sceaux qui ferait un rapport public tous les ans au président de la République sur le fonctionnement de la justice en France. Les Français sentiraient qu'enfin la justice est indépendante. Et pour faire cette réforme, puisqu'elle va avec le quinquennat, il faut une réforme de la Constitution et donc un référendum. Et à ce moment-là, les Français voteraient contre la corruption. Demain soir, la rédaction de France 2 vous propose une émission spéciale à partir de 20h50 sur ce problème du financement des partis, émission qui sera présentée par Bruno Mazur. Jean-Michel Carpentier, ce qui au départ pouvait apparaître comme un problème isolé est devenu en quelques mois un véritable phénomène de société. Ah oui, vous l'avez dit, ce qui est nouveau depuis quelque temps dans la société française, c'est l'accumulation de ce que l'on appelle les affaires, avec des images fortes, celles de valises d'argent qui passent les frontières, celle de la corruption à propos de la construction d'un immeuble ou d'un pont, celle de chefs d'entreprise ou d'hommes politiques entourés d'avocats allant chez le juge. Et puis ce qui est tout à fait inédit chez nous, eh bien, c'est la présence d'un ancien ministre en prison. Des images fortes et des termes nouveaux dans le vocabulaire politique. Enrichissement personnel, abus de biens sociaux, recel, mise en examen, le tout dans un contexte européen lui-même très troublé, en Italie bien sûr, mais également en Espagne, en Grande-Bretagne et même en Allemagne. Et tant bien que mal, la presse s'est faite l'écho au jour le jour de cette avalanche d'informations, un reportage par-ci, un commentaire par-là, mais sans vraiment prendre le temps de faire le point. D'où l'émission de demain soir. Ben oui, pour expliquer que la démocratie a un prix, pour donner à comprendre la différence entre récupérer de l'argent pour un parti et s'en mettre une partie dans les poches, pour s'interroger sur le rôle des juges, procureurs de l'Inquisition pour les uns, sauveurs de la société pour les autres, et même pour discuter de l'attitude de la presse. Peut-elle tout dire sans attendre ou doit-on contrôler son expression? Il fallait donc prendre le temps de la réflexion, se demander quelles sont les solutions pour sortir de cette situation pour le moins troublée. Et ce rôle revenait tout naturellement à la télévision publique, car jusqu'à preuve du contraire, elle est la seule à pouvoir le faire sans contrainte. Alors demain soir, les acteurs de la société, responsables politiques du gouvernement, de la majorité de l'opposition, chefs d'entreprise, juges, avocats, journalistes, tous vont parler de ce qui est devenu un des thèmes centraux de la prochaine élection présidentielle, au même titre que la sécurité des Français ou le chômage. Merci, demain soir donc à 20h50. Pour échapper à la justice, mais dans une affaire de droit commun, cette fois, le doyen de la faculté d'Aix-en-Provence s'apprête à passer sa 3e nuit dans les locaux de l'université, toujours sous la protection d'un groupe d'étudiants. Sur place, Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti.
Au deuxième jour, le siège est de mieux en mieux organisé. Tout se passe bien, pas trop fatigué? Charles Debache et les étudiants qui se relaient auprès de lui jour et nuit travaillent et se distraient. L'ancien doyen de la faculté campe sur ses positions. Pour l'instant, pas question pour lui de quitter les locaux, pas avant que la légalité républicaine n'ait été rétablie à Aix, selon ses propres termes. Charles Debache, qui avait échappé aux gendarmes vendredi, n'estime pas se placer au-dessus des lois. Où sont les violations des droits et libertés? Où sont les refus? Les refus, ils sont du côté de personnes qui ont appliqué une décision que je ne connais pas, avec violence. Donc la balle est dans le camp du juge. Il n'y a que la balle est dans le camp de la justice. Dans le camp de la justice, oui. La justice, c'est ce que réclame la belle-fille de Victor Vasarely, ulcérée par les propos tenus par Charles Debache vendredi et par ce document distribué dans la faculté. Elle menace d'attaquer l'université. C'est ce que j'ai écrit au président de l'université, que compte tenu d'une lettre anonyme qui a été distribuée un petit peu à tout le monde dans les boîtes à lettres d'Aix-en-Provence, compte tenu du tract que j'ai en main qui est absolument inqualifiable et qui a été imprimé sur les rotatives de l'université, s'il ne prend pas les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire faire sortir Charles Debache de l'université, nous porterons plainte en diffamation et complicité contre l'université et contre le président de l'université. Contre Charles Debache aussi, bien entendu. Dès demain. Dès demain. Le juge peut décider de lancer un mandat d'amener contre Charles Debache. La présidence de l'université a déclaré qu'il n'était pas question pour elle de faire entrave à la justice. Et puis toujours à Aix-en-Provence, ouverture demain devant la cour d'assises du dossier de la fameuse guerre des cliniques. L'affaire a secoué Marseille il y a 4 ans. Elle comporte de très nombreuses inconnues. En vedette, si l'on peut dire, un ancien directeur de clinique accusé d'avoir commandité le meurtre d'un autre médecin qui refusait de lui vendre son établissement. Dominique Verdeillan. Jean-Jacques Péchard, maire du 7e secteur de Marseille, assassiné au volant de sa BMW. Le docteur a été abattu par 2 hommes à la sortie d'un restaurant, devant témoins, d'où la réalisation de 2 portraits robots. Marcel Long, au casier judiciaire déjà chargé, se reconnaît, va à la police pour se disculper, placé en garde à vue, il balance, l'enquête n'est plus alors qu'un fil d'Ariane. Roger Mémoli, repris de justice, avoue à son tour 2 meurtres. Celui du docteur Péchard, mais aussi celui du docteur Léon Smout, exécuté de la même façon 1 an et demi plus tôt. Et Mémoli balance à son tour. Le commanditaire des 2 meurtres serait le docteur Armand Gallo. Pour ce conseiller d'arrondissement, il s'agissait de faire peur à son confrère le docteur Péchard, et non d'un contrat. Marc Galeazzi, directeur administratif de la polyclinique, aurait joué les intermédiaires pour l'assassinat de son patron, Léon Smout. Face à cette enquête à tiroir, les enquêteurs s'intéressent de nouveau au docteur Jean Chouraki, propriétaire de 3 cliniques marseillaises. Déjà soupçonné après la mort du docteur Mout, après 48 heures de garde à vue, il avait été relâché faute de preuves. La justice le soupçonne pourtant depuis 6 ans d'avoir fait tuer Léon Smout qui refusait de lui vendre son établissement. Chouraki accusé d'avoir voulu installer son empire hospitalier, régner sur le plus grand nombre de lits. En 92, Chouraki, protagoniste principal de cette guerre des cliniques, a été le seul à être mis en liberté et le procès permettra peut-être de comprendre pourquoi à Marseille, sous le panneau « Hôpital », il est écrit « Danger ». De nouvelles scènes de violence aujourd'hui au Proche-Orient. La voiture d'un colon juif mitraillé par des inconnus en Cisjordanie. Ce matin, un rabbin qui se trouvait dans le véhicule est mort. Un autre colon a été grièvement blessé. Attentat revendiqué par le mouvement Hamas. 3 200 000 Norvégiens ont 2 jours pour dire si oui ou non ils souhaitent que leur pays adhère à l'Union européenne. Le référendum a commencé ce matin. À en croire les derniers sondages, ce serait plutôt le non qui l'emporterait. Mais beaucoup de Norvégiens qui craignent de perdre leur indépendance sont encore très indécis. À Oslo, reportage de Christian Marimono et Bernie Mériot. La Norvège a quelques difficultés à s'éveiller à l'Europe. Ils sont 4 millions à vivre dans un pays moitié moins grand que la France, 1 habitant au kilomètre carré. Les partisans du oui à l'Europe, comme du non, se sont livrés une rude bataille. Les derniers jours ont été même très tendus. L'enjeu est capital. Les plus hostiles sont les agriculteurs, les pêcheurs, mais aussi les femmes qui n'ont pas peur d'une Norvège isolée. Les femmes sont contre parce que les femmes n'ont pas aussi peur que les hommes de rester seules. Le baromètre situé au cœur d'Oslo donne la tendance. Le dernier sondage affiche 52% en faveur du non.
Les Norvégiens sont un peu comme les héros bien connus en France, les Astérix contre l'Europe. Au contraire, pour notre secteur, l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne apporterait beaucoup d'avantages. Nous disons non dans l'intérêt du pays. Les partisans de oui espèrent en l'Europe comme au Père Noël et ses cadeaux. Au cas d'un oui, nous aurons la possibilité d'employer plus de 30 000 personnes de plus. S'il y aura un non, ce sera 30 000 personnes de moins. Les familles ont suivi la campagne, réunies autour de la télévision pour assister au dernier débat et entendre le Premier ministre, femme énergique, pro-européenne, qui voudrait bien convaincre. Bruxelles fait peur, comme on dit d'une façon populaire, quand vous êtes loin d'Oslo, Oslo c'est loin, et Bruxelles c'est bien plus loin encore. Mais les Norvégiens ont déjà dit non en 1972 et 22 ans plus tard, les réticences sont les mêmes, l'attachement aux valeurs traditionnelles. Un dernier sondage donne le non encore favori, même si les partisans de oui progressent légèrement. La Norvège semble choisir le grand large, à moins d'une surprise au dernier moment. Et sans doute les premiers résultats demain dans notre édition de 20h. Retour en France avec l'initiative d'une association pour essayer de rompre la solitude des malades dans les hôpitaux. À l'hôpital Bichat à Paris, dans un service où l'on essaie de venir en aide aux personnes atteintes du sida. Cette association qui s'appelle La Plage ouvre des horizons. Ils sont musicaux, ils sont artistiques. Patrick Retzlob. L'hôpital Bichat, au service de la médecine infectieuse, c'est la fête, le vernissage d'une centaine d'œuvres en musique. L'occasion pour les patients d'aller l'espace d'un après-midi à la rencontre du monde extérieur. Gilles a 32 ans, il a contracté le sida. Comme il dit, le départ c'est pour bientôt, il a peint 2 toiles. Qu'est-ce qui vous a poussé à dessiner, à peindre? Dessiner, à peindre les enfants. Pourquoi? Pour la couleur de la vie, celle du sang. Parce que je ne donnerai jamais la vie à cause de ce virus. Là, l'artiste s'en va vers la lumière, tandis que la porte qui mène vers la vie est fermée. La petite lucarne en haut, c'est le virus. Une exposition ouverte au public qui a permis de mieux connaître le monde clos de la maladie. Parmi les exposants, d'autres artistes qui ont voulu, par leur œuvre, apporter un message de solidarité. L'hôpital, c'est quand même des murs blancs et ça donne un petit peu d'espoir aux gens qui sont malades, etc. Sachant que mes filles avaient attrapé le sida et après la mort de la première et principalement après la mort de la seconde, je ne peux plus que peindre. C'est mon seul moyen d'expression et je peins pour apporter ou essayer d'apporter un petit peu de joie et de calme aux gens en général et principalement aux malades du sida. Pour l'instant, seul l'hôpital Bichat a mis en place ce genre d'opération porte ouverte grâce à l'association La Plage. Une manière de montrer que l'on peut tendre la main à ceux qui parfois perdent espoir. Et puis un ballet digne d'une bataille navale cet après-midi sur la Seine, une manifestation de propriétaires de péniches poursuivie par la brigade fluviale pour une histoire d'écluse. Valérie Astruc et Michel Levasseur. D'un côté, une vingtaine de péniches prêtes à attaquer. De l'autre, les forces de police décidées à ne pas laisser passer. Les propriétaires des péniches savent qu'ils n'ont pas le droit de manifester là, mais tant pis. À l'attention de la brigade fluviale, nous ne répondons plus de la liberté de circulation des bateaux. La première péniche démarre, réaction immédiate. P15 de 475 F. Vous êtes priés de vous arrêter, vous êtes sommés de vous arrêter. Mais les lignes ennemies seront franchies et la police n'hésitera pas à toucher. Les bateaux-mouches sont même condamnés à faire marche arrière. Objet de cette manifestation, l'expulsion imminente de 9 bateaux-logements proches du pont de Suresnes. Les propriétaires sont là depuis 6 ans, mais voilà, juste à côté, il y a un barrage et en cas de crue, les péniches pourraient causer des dégâts. Les autorités craignent un nouveau Vaison-la-Romaine. Si vous m'interrogiez dans un mois après qu'il y ait eu un accident et des morts d'hommes, nous serions considérés comme des irresponsables de ne pas avoir agi à temps. Jean-Pierre Levaux, l'un des propriétaires, ne croit pas au danger. Et surtout, la perspective d'être expulsé à 120 km de Paris lui poserait de sérieux problèmes. Nous avons une petite société donc, qui est installée sur le bateau, dont ma femme et moi-même nous occupons. La clientèle de cette société est une clientèle locale. Si nous devons partir à 120 km, cette société devra peut-être arrêter ses activités. Pour ne pas se retrouver au chômage, Jean-Pierre Levaux et ses amis
ont donc livré une bataille navale sur la Seine. Il faut y mettre le prix. Voilà, nous interrompons le cours normal de ce journal pour revenir à la situation en Bosnie, puisque nous venons d'établir la liaison avec Sarajevo, la capitale bosniaque, avec le commandant Gourmelon, porte-parole de la Force Pronu en Bosnie. Vous m'entendez, mon commandant? Bonsoir. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Est-ce que l'on peut faire le point tout d'abord de ce que vous savez sur la situation à Bihac, donc? La situation à Bihac est extrêmement préoccupante, mais comme le soulignait le général Rose, elle n'est pas désespérée. C'est-à-dire qu'il reste encore et toujours la voie de la négociation. Et il semble que c'est celle-ci qui soit choisie actuellement par le général Rose, qui, suivant en cela le Conseil de sécurité des Nations Unies, a envoyé aux deux parties, les Serbes et les Bosniaques, une injonction afin de, comment dirais-je, démilitariser la zone et de remettre les choses en place, c'est-à-dire interposition des forces de l'ONU et cessation de toute activité militaire sur le champ. Est-ce que vous avez l'impression que les Serbes sont prêts à négocier, mon commandant? Nous attendons une réponse des Serbes. Nous avons une réponse positive des Bosniaques, nous attendons une réponse des Serbes. Le rapport des forces sur place semble être en leur faveur, mais je pense que nous devons espérer malgré tout une réponse favorable, puisque les Serbes ont jusqu'à présent prouvé qu'ils savaient jusqu'où ils pouvaient aller trop loin. Lorsque le secrétaire américain dit ce soir à Washington qu'il a l'impression, il le dit un peu à mots couverts, que les Serbes ont gagné la guerre, c'est aussi votre sentiment? Oui, j'ai entendu effectivement cette réflexion, mais je crois que cette réflexion n'engage que les Américains, et pour notre part, nous n'avons pas ce sentiment sur le terrain, et la voie des négociations qui est engagée actuellement prouve que nous ne considérons pas la situation justement comme perdue pour l'un ou pour l'autre. Merci beaucoup, mon commandant, pour ce témoignage donc en direct de Sarajevo, avec donc cette situation très préoccupante dans l'enclave musulmane de Bihac ce soir. Nous revenons au choix de vie et de société après les péniches, choix de vie et de société qui, il y a bien longtemps, a mis de côté nos bons chevaux de trait au profit des tracteurs. Si nous vous en parlons ce soir, c'est que les fameux percherons viennent de trouver un second souffle, un souffle venu d'Extrême-Orient. Les Japonais ont trouvé au cheval de trait la plus inattendue des reconversions. Sophie Jouve et Daniel Lévy. La fin de la nuit à l'aéroport de Roissy, l'heure des chargements mystérieux, des départs incognito. 18 chevaux de trait en stand-by attendent leur embarquement dans un cargo de la Japan Airlines. Le gabarit des voyageurs rend l'opération délicate. L'enregistrement sera un peu plus long que prévu. Hier encore, ils gambadaient dans la Sarthe. D'ici une vingtaine d'heures, ils survoleront l'île d'Hokkaido, où peut-être la gloire les attend. Pour sélectionner ces nouvelles recrues, 4 spécialistes japonais et leurs interprètes ont été dépêchés sur place. Une semaine à sillonner la campagne française. Intéresser les Japonais, ça exige des grands moyens. Un terrain de foot a été transformé en terrain de foire. La plus grande taille possible, une croupe large, un squelette bien dessiné et surtout, les Japonais exigent des pouliches pleines. Pour quelle mystérieuse opération? Mais rien ne filtre. L'enjeu est trop important pour les éleveurs car les Japonais avec leurs yens surévalués sont leurs meilleurs clients. On est très loin des 5000 francs pratiqués couramment en France. Moi j'ai fait une estimation de 26 000. Chacun a fait son... Et après, ils discutent beaucoup sur les prix? Il paraît que d'après la secrétaire de Studbock, non. Si leur plaît, ils prennent. Ils prennent au prix que vous fixez? Oui. Il y en a une que 50 000, là, plus loin. Ils sont difficiles? Assez difficile. La secrétaire, elle a le carnet. À première vue, assez difficile. Et vous savez ce que deviennent vos chevaux là-bas? Ah, pas du tout. Alors, oh, ils sont cachotiers, là, attention. Et ils s'adaptent, vous pensez, à la vie japonaise? C'est un mystère. Fallait qu'on irait pour ça. Hein? C'est au Haras du Pin, le Versailles du cheval de trait, que l'on connaîtra enfin le nom des élus. Ce sont les chevaux les plus puissants, de véritables champions. C'était donc ça, ce qui attend nos percherons dans l'archipel japonais. Une autre forme de compétition, celle des courses de trait-track. Des traîneaux de 500 kg tirés sur 200 mètres. Ces nouveaux gladiateurs peuvent rapporter jusqu'à 4 millions de francs. Mais seuls les poulains nés au Japon ont le droit de courir. Voilà pourquoi on a sélectionné des mamans bien enceintes. Restons dans la rubrique Une seconde jeunesse pour terminer ce journal. Mercredi sortira un double album inédit des tout premiers pas d'un groupe aujourd'hui mythique. C'était encore l'époque
où la radio régnait sur le paysage audiovisuel. Et sur les ondes de la BBC, 4 garçons de Liverpool bâtissaient leur succès. Toute la fraîcheur des Beatles entre 1962 et 1965. Éric Perrin et Michel Violet. Ici Londres, les Beatles parlent des Beatles. I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Ils avaient déjà le sens de l'humour, même si lors des tout premiers enregistrements, ils n'étaient qu'un groupe parmi d'autres venus jouer en direct sur les ondes de la BBC. Cela donne un double album avec 56 titres, dont 31 inédits, enregistrés de 62 à 65. On y retrouve la hargne de ces gamins issus d'une ville prolétaire, Liverpool, ayant fait leur gamme dans les quartiers chauds de Hambourg, sur des standards de rock comme Johnny B. Good de Chuck Berry. Mais cette période 62-65 marque aussi la naissance de la Beatlemania. Les passages à la BBC se font plus rares, ils deviennent top secret car la moindre fuite provoque des émeutes. Mais le succès n'altère pas leur sens de la dérision. Do you ever get tired of being Beatles? Sometimes. I agree with that. I've had a divorce and half a dozen kids. 1970, les Beatles se séparent. 1980, John Lennon est assassiné. Peu de temps après, un producteur de la BBC redécouvre tous ces enregistrements, mais il faudra 12 ans pour publier le disque, notamment à cause des négociations financières entre tous les ayants droit. C'est une affaire de business énorme, énorme, énorme. Ça n'a plus rien à voir avec ce petit groupe de rock'n'roll frais, sympathique, tumultueux, un peu révolutionnaire, même beaucoup. Mais peu importe, parce que ça nous permet de découvrir des petits trésors. Et l'on n'a pas fini d'entendre parler des Beatles. Prochain gros coup, l'enregistrement secret d'un inédit par Paul, George et Ringo, fait à partir d'une maquette où John Lennon chantait. Il y aura donc à nouveau les 4 de Liverpool. En attendant, ce double album est comme un ticket to ride, ticket pour voyager dans les premières années des Beatles. Un coup de fraîcheur pour 4 garçons dans le vent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après la météo de Nathalie Riouet, le vieux fusil avec Romy Schneider et Philippe Noiret. Le dernier journal vers minuit 15 présenté par Catherine Sellac. Demain soir à 20h50, l'émission spéciale de la rédaction de France 2 présentée par Bruno Mazur sur le financement des partis politiques. Ce sera aussi le thème des 4 vérités demain matin. Gérard Morin recevra Yves Mény pour son livre La corruption de la République. À 13h, Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.